Jacob Cohen, vous êtes écrivain prolifique et homme de lettres. Vous êtes né en 1944 dans le Mellah de Meknes, au Maroc. Votre parcours intellectuel et professionnel témoigne d'une vie riche en expérience et en engagement. Après avoir obtenu votre licence en droit à la faculté de Casablanca, poursuivez vos études à Sciences Po Paris. Vous vous émergez dans les domaines de la politique et des sciences sociales. Cette période marque pour vous le début d'une quête incessante de connaissances et d'exploration des idées. En quête d'aventure et de nouvelles perspectives, vous émigrez d'abord à Montréal, puis à Berlin. Vous vous imprégnez des atmosphères cosmopolites et des cultures diverses qui nourriront votre imaginaire et vous influenceront vos œuvres futures. En 1978, M. Cohen, vous décidez de revenir au Maroc, votre pays natal. Vous devenez maître assistant à la faculté des droits de Casablanca, où vous enseignez pendant près d'une décennie. Cette période est pour vous une période riche et heureuse, marquée par la redécouverte de votre pays et de vos compatriotes, ainsi que par un engagement profond dans le domaine de l'éducation et de la transmission des connaissances. Par la suite, vous vous installez à Paris, en France, où vous vous consacrez pleinement à l'écriture. Auteur de plusieurs romans, vous vous explorez à travers des œuvres et des thèmes universels tels que l'identité, l'exil, la mémoire et la quête de sens. Vous êtes auteur de pas moins de 9 romans, dont Le Printemps des Sayanim, qui va nous intéresser aujourd'hui, qui a suscité un vif intérêt et une discussion animée dans les cercles littéraires et intellectuels. En dehors de votre travail d'écrivain, vous cultivez diverses passions. J'ai compris que vous étiez amateur de cinéma et de théâtre. Vous trouvez l'inspiration et l'évasion dans les arts de la scène. Vous appréciez également les moments de convivialité et les rencontres imprévues dans les cafés parisiens où vous aimez échanger et partager vos idées. Homme de lettres atypique, on vous décrit M. Cohen comme intello, tendre et bohème. Sans grande prétention matérielle, vous privilégiez les plaisirs simples de la vie, tels que bouquiner, flâner et cuisiner, trouvant dans ces activités une source de joie et d'épanouissement personnel. À travers votre œuvre et votre vie, vous incarnez la figure d'un écrivain engagé, curieux et humaniste, dont la sensibilité et la créativité ont marqué le paysage littéraire contemporain. J'espère ne rien avoir oublié, n'hésitez pas à me corriger si c'est le cas. Monsieur Cohen, je suis ravi de vous accueillir sur notre chaîne React One pour cette grande interview. Ma première question sera celle-ci, comment allez-vous? D'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Elle est remarquable. Voilà. Merci beaucoup. Je dirais juste que j'ai publié plus de 9 romans, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais plutôt bien. Voilà, pour mon âge, vu la situation, je m'en sors pas mal. C'est-à-dire, moralement parlant, spirituellement parlant, physiquement parlant aussi. D'accord. Je m'entretiens physiquement aussi, intellectuellement. J'écris tous les jours. D'accord. Donc pour moi, c'est une activité essentielle. Et puis, je suis très curieux de la vie. Je suis assez heureux de la vivre. Le destin s'est montré pas mal pour moi. Je l'en remercie parce que c'était pas évident au départ, D'accord. vu d'où je venais et vu les ingrédients d'origine. Donc j'ai pas à me plaindre et je me plains pas. Voilà. Plutôt bien. Donc je suis heureux de découvrir cette chaîne et voilà, son jeune animateur dynamique Voilà, et merci. et surtout très pointu. Voilà. Merci, c'est gentil. J'essaye en tout cas. J'explique du coup pour nos abonnés comment va se passer cette interview, excusez-moi. Donc, Monsieur Cohen, j'ai prévu 3 axes. Du coup, le premier axe, vous allez nous dire ce qu'est le sionisme, l'idéologie du sionisme. Deuxième acte, on va parler de l'implication du sionisme dans la politique et les médias français. Et enfin, on finira par un troisième axe qui sera l'avenir du sionisme à échelle internationale. Ensuite, un petit jeu et on finira par vous remercier et faire la promotion de vos livres. Ça marche? Très bien. D'accord. Donc, premier axe, les amis abonnés, bonne interview à vous tous. J'espère que vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas M. Cohen, le découvrir et apprécier. Pour ceux qui le connaissent, vivre un grand moment. M. Cohen, premier axe, qu'est-ce que le sionisme et l'idéologie du sionisme, s'il vous plaît? Alors, certains, le sionisme, c'est une idéologie qui a toujours, ou une lubie, qui a toujours excité les communautés juives pendant 2000 ans. Voilà. Mais contrairement à ce que pensent certains qui le font remonter au Talmud et même avant, à la construction, au temple, au premier ou deuxième temple, le sionisme politique tel qu'on l'imagine aujourd'hui, pas cette lubie, par exemple, qu'on avait au Maroc. Moi, j'entendais
Mes parents, mes grands-parents diront: «Ah, si le Messie venait, ça serait merveilleux». Ça, c'est du sionisme un peu populaire et sans sans aucun fondement cohérent. Donc le sionisme politique, c'est-à-dire a été rendu possible grâce à une interprétation nationaliste de l'histoire juive pendant la seconde moitié du 19e siècle. C'est-à-dire qu'à l'époque, le nationalisme était à la mode, était en vogue. Le nationalisme se développait en Europe. Les nations, il y avait par exemple l'union de l'Italie, l'union de l'Allemagne, la force du nationalisme français, avec le développement en Afrique, en Amérique. Donc le nationalisme était en vogue. Vraiment, c'était l'idéologie de l'époque. Et il y a des historiens juifs, mais totalement athées, qui n'avaient rien à voir avec la Bible, avec l'histoire juive. Et donc, ils se sont dit, nous allons refaire l'histoire du peuple juif à la lumière du nationalisme. C'est-à-dire, on va réécrire l'histoire juive de manière à lui donner un caractère national. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, et là je cite un grand auteur qui s'appelle Shlomo Sand, qui écrit Comment le peuple juif fut inventé, donc qui est un historien, professeur d'université à Tel Aviv, et c'est lui qui a vraiment développé cette idée, c'est que ce nationalisme cette histoire juive racontée de manière nationale, c'est-à-dire que, au fond, c'est quoi de manière nationale? C'est-à-dire que les Juifs ont été, le temple de Jérusalem a été détruit en 1960, en 70 après Jésus-Christ, que les Juifs sont partis d'Israël de l'époque, mais ont gardé l'idée de nation qui a envie de retourner. Or, et ça, c'est comme ça que s'est ancrée cette idée d'un peuple qui avait gardé une idée nationale et avec un désir de recréer une nation, ce qui n'était pas du tout le cas. Le peuple juif ne s'est jamais exilé, et donc il était complètement éclaté et il n'a jamais eu l'idée de refaire cet État-là. Et là, il y a eu une tentative au XVIe siècle avec un illuminé qui s'appelait Shabtai Tzvi. En fait, c'était quelqu'un qui est allé voir le sultan de Turquie. Il lui a dit: écoute, je voudrais que tu me donnes la Palestine pour recréer la nation juive. Le sultan, ni une ni deux, il lui a dit: écoute, tu te convertis à l'islam ou je te coupe la tête. Donc, il s'est converti à l'islam et puis ça s'est terminé comme ça. Disons qu'il n'a pas eu le choix, quoi. Or, voilà. Bah, il n'a pas choisi l'héroïne. Ouais, c'est un Voilà. choix compliqué, quoi. Voilà. Il a choisi le réalisme. D'accord. Et donc, ce qui va se passer à la seconde moitié du 19e siècle, c'est qu'il y avait un journaliste autrichien à Paris qui assistait à l'affaire Dreyfus, qui s'appelait Herzl, et qui était athée et antisémite. Il y a eu dans ses écrits, c'est un juif autrichien, mais complètement athée. Ça veut dire il avait vraiment le mépris de sa classe, de son peuple. Voilà. Mais il a eu cette idée lumineuse, enfin nouvelle, c'est-à-dire qui allait dans le cadre du nationalisme ambiant. Il avait dit qu'il n'y aurait plus d'antisémitisme si les Juifs avaient leur État national, réalisé un nationalisme. Et donc l'idée a commencé à germer un petit peu chez les Juifs, mais elle n'a eu aucun écho. C'est-à-dire chez les Juifs français, anglais, etc., elle n'a eu aucun écho. Elle a eu un écho où? Chez les Juifs russes chez les Juifs russes et ukrainiens qui vivaient dans l'orbite du tsar. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des pogroms. Les Cosaques envahissaient les villages juifs et faisaient des ravages, etc. Alors, les Juifs avaient le choix, soit aller aux États-Unis. À l'époque, les États-Unis étaient un pays ouvert, et donc il y a eu 2 millions qui sont allés aux États-Unis, 2 millions de Juifs.
il y a eu d'autres, des centaines de milliers qui se sont dit, eh ben, on va se battre contre l'antisémitisme en Russie, en Ukraine, etc. Et là, vous avez eu Trotsky, des tas de juifs qui ont participé à la révolution soviétique ou russe. Et il y a eu quelques dizaines de milliers d'illuminés, voilà, des jeunes pétris d'idéologie marxiste, qui se sont dit, eh ben, on va aller réaliser ce sionisme où? En Palestine. Et ça veut dire on va recréer un nouveau juif, un juif qui ne soit plus commerçant, intellectuel. On va en faire un juif paysan, un juif militaire, un juif ouvrier, etc. Et il n'était qu'à peu près 40 à 50 000. Vous voulez poser une question ou je continue? Je voulais juste savoir, rebondir sur le Oui. fait, est-ce que la Palestine a été choisie pour quelque chose de précis ou alors ça s'est fait comme Alors, pas ça? du tout. C'était un hasard. Pourquoi un hasard? Bon, d'abord, il y avait un lien ténu Hmm, entre parce que bon, c'était des juifs, mais qui hmm, n'avaient de juifs que de nom, que le nom. d'accord. C'était des athées, mais des athées indécrottables. Hmm, Et ils détestaient les juifs de la diaspora, mais seulement ils avaient besoin d'un terrain. À une époque, on leur avait proposé éventuellement l'Ouganda. Ils auraient pu aller en Ouganda, hein. Mais ils discutaient, etc. Et puis le congrès sioniste de 1894-96, qui s'est déroulé à Bâle, il avait dit, bon, arrêtons de discuter, parce qu'il y a eu d'autres, par exemple, éventuellement une province en Russie, qui s'appelait le Birobidjan. Et, et ils ont dit, non, ça sera la Palestine. Bon. Mais la Palestine, à l'époque, était sous domination turque. Et puis, lui, à partir de 1918, sous protectorat britannique. Et donc, ils sont installés. C'est, mettons, 40 000, 50 000 jeunes aguerris, intellectuellement forts, idéologiquement bien structurés, qui ne savaient absolument rien de l'agriculture, du maniement des armes, etc. Mais ils avaient une volonté de faire, vraiment une volonté terrible d'arriver. Et donc, ils sont arrivés dans cette région-là, et ils ont commencé à construire d'abord comment dire, des centres agricoles qui sont connus sous le nom de kibbutzim, et d'ailleurs à peu près vraiment communistes, et deuxièmement à construire des localités dont Tel Aviv. Tel Aviv a été fondée en 1910, mais avec l'idéologie suivante, c'est-à-dire ils voyaient bien qu'il y avait des Arabes, que cette terre était peuplée d'Arabes, mais eux se sont dit, nous voulons vivre en dehors, pas avec les Arabes. On va créer une nation juive, marxiste, égalitaire, etc., mais sans les Arabes. Et donc, dès le départ, si vous voulez, ce sionisme va avoir dans ses arrière-pensées l'idée d'abord de se battre contre les Arabes, parce que ça allait être des ennemis, puisqu'ils allaient les chasser. Ils savaient qu'ils allaient les chasser un jour ou l'autre, et en même temps, de créer une société ethniquement pure, ça veut dire juive. À l'époque, en 1918, dans les années 20, c'était une lubie, c'était considéré comme une lubie. C'est-à-dire que les juifs, il n'y a que les juifs qui est partis là-bas, les juifs d'origine, enfin qui étaient sous la férule tsariste, parce qu'ils étaient opprimés, et puis petit à petit, quelques illuminés d'Europe occidentale, ou allemands, quand Hitler est arrivé au pouvoir. Mais en fait, cette idéologie n'a pas du tout pris. D'abord, 95%, pour ne pas dire 99%, des religieux, des institutions religieuses juives, ça veut dire les rabbins, étaient antisionistes. C'est-à-dire refuser cette idée qu'on puisse recréer un État juif en dehors de la tradition talmudique. Ça veut dire que ce soit les temps messianiques. C'était une hérésie. Et moi, au Maroc, je me souviens, les rabbins nous disaient ces sionistes sont des hérétiques, des mécréants. Donc, au départ, le sionisme n'était pas du tout populaire, loin de là. Ou en tout cas, il
il n'y avait pas une adhésion des peuples pour aller là-bas. On considérait ça, les Juifs français étaient bien en France, les Juifs britanniques étaient bien en Grande-Bretagne, ainsi de suite. Et au contraire, les Juifs voulaient pourtant aller, probablement, enfin, aller plutôt aux États-Unis. Donc, ce sionisme, bon, je ne vais pas en faire l'histoire, sauf s'il y a des questions précises, va réussir à s'établir, à se renforcer, et aidé aussi par la Shoah, c'est-à-dire le drame de la Shoah. En 1945, la Grande-Bretagne refusait et s'est rendu compte que la création d'un État juif allait lui créer des problèmes. Et donc, ils ont fait en sorte d'empêcher la création de cet État. Il y a eu un terrorisme juif à l'époque contre la Grande-Bretagne qui a duré 2 ans. Et puis finalement, avec le bateau Exodus qui voulait accoster en Palestine et qui a été renvoyé à Chypre avec ses milliers de réfugiés des camps de concentration. Enfin, donc, finalement, la Grande-Bretagne a proposé un plan de partage à l'ONU, partager ce territoire entre un État juif et un État arabe. Voilà. Mais pour les sionistes, il n'était pas question, comment dire, de laisser apparaître un nationalisme palestinien. C'est-à-dire, eux, comme je vous ai dit, que dès le départ, ils voulaient ces terres pour eux-mêmes, pour eux seuls. D'accord. Donc, même ce plan de partage de 47, ils ont voulu, comment dire, l'empêcher à la racine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir, ils ont une délégation secrète menée par Golda Meir, une des fortes têtes du sionisme, qui est allée rencontrer le roi Abdallah de Jordanie. À l'époque, ça s'appelait la Transjordanie. Et lui a dit, voilà, on va faire un accord secret entre nous. Nous, on va prendre l'État juif, et vous allez prendre la partie réservée à l'État de Palestine. Et vous nous donnez une petite partie, genre Lod, Ramleh, etc. Et il y a eu cet accord. Donc, il faut comprendre que le sionisme est une idéologie de conquête, d'exclusivisme et d'élimination de tout nationalisme palestinien. Dès le D'accord. départ, ça a été la base de la pensée sioniste. Voilà. D'accord. Et donc, la guerre de 56, la guerre de 67, petit à petit, ce sionisme s'est affirmé. C'était un sionisme athée, laïque, dominateur, puissant, héroïque, humaniste, c'est-à-dire assez libertaire, et qui s'est imposé par des guerres, 56, 67, 73. Il s'est agrandi. Il a nettoyé ethniquement la Palestine, le nettoyage ethnique de 48. Ils ont chassé 95% des Palestiniens, manu militari, et ce sionisme est devenu mais ça peut-être, si vous voulez, on peut en parler, mais je vais m'arrêter là, c'est-à-dire ce sionisme qui était athée, progressiste, laïque, va devenir petit à petit, et aujourd'hui on voit le résultat, un sionisme messianique, religieux, fascisant, qui attend le troisième temple, et avec un peu un style de régime à l'iranienne. Voilà. Ça veut dire la religion, la charia juive, etc. D'accord. Donc du coup, j'ai rebondi, parce que vous avez dit beaucoup de choses qui sont intéressantes, Oui, et j'ai rebondi du coup, alors si on part du postulat que du coup le sionisme est quelque chose au final de pas, enfin d'imposer quoi en fait, en gros, à ce moment-là, est-ce que si on fait un bond dans le temps du coup, alors je fais un bond dans le temps les amis et je reviens après à l'époque, oui. hein. Donc, si je fais un bond dans le temps en 2024 avec ce conflit dont tout le monde n'arrête pas de parler, conflit entre israélo-palestiniens, qui est dans le vrai alors dans ce cas-là?
qui est dans le vrai? Est-ce que du coup, c'est les Israéliens qui sont dans le vrai? Et dans ce cas, la question pourquoi la communauté internationale appuie, ou alors c'est les Palestiniens qui sont dans le vrai. Enfin, c'est soit les Israéliens sont dans le vrai, pardon, et la communauté internationale appuie quelque chose qui est néfaste, soit c'est les Palestiniens qui sont eux dans le vrai, et du coup cette fameuse résistance dont on n'arrête pas de parler est légitime. Alors, il y a deux plans, il y a deux plans pour analyser la situation. Il y a le plan, quand vous dites qui est dans le vrai, on est dans le plan du droit, de la morale, de la politique. Mais ça, c'est bon pour les universitaires, pour les organisations des droits de l'homme, pour les philosophes. Ça, il est certain que d'un point de vue du droit, les Palestiniens sont tout à fait dans leur droit de revendiquer au moins une partie de la Palestine, d'échapper à la colonisation, etc. Bon, ça, il n'y a pas du tout. Mm. Mais nous sommes dans les relations internationales. Mm. Et dans les relations internationales, le droit n'a qu'une importance secondaire. C'est-à-dire, on l'invoque uniquement quand ça nous arrange, pour faire joli. Pour la morale, quoi. Mais voilà, Mm. la réalité, c'est le rapport de force. Voilà, il faut D'accord. être fort. Les D'accord. sionistes ont très bien compris. Il faut être fort. Il Mm. faut être fort et sans pitié. Mm. Parce que un jour, j'avais dit cette formule, malheur aux vaincus. Les Palestiniens, malheureusement, se sont retrouvés dans le camp des vaincus, et quel que soit enfin, tous les droits, tout ce qu'on a pu leur faire de tort, etc., malheureusement, la réalité internationale, elle est comme ça. Voilà. Mm. Donc, il ne faut pas se laisser vaincre. Voilà. Ou on est fort, ou on disparaît, ou bien. Voilà. Et donc, les sionistes ont très bien compris dès le départ, je vous ai dit dès les années 20, ils ont été d'un cynisme absolu. C'est-à-dire, on n'en a rien à fiche, ni de droit international, ni de la morale. Nous avons un objectif et nous irons jusqu'au bout. Quitte à, vous savez, ils sont même allés à assassiner des juifs qui se mettaient en travers de leur chemin. Hors de leur chemin, ouais. Donc, ils n'hésitaient pas. Voilà, c'est pour eux, c'est comme ça. Voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, si la morale est du côté de la Palestine, la force est du côté d'Israël. Et donc, la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe, etc., se disent, nous avons affaire à un État qui est fort, qui est capable, et donc, au lieu, on ne va pas le combattre, on va s'entendre avec lui. D'abord, l'Europe va s'entendre avec Israël et les Américains, qui n'étaient pas pro-israéliens jusqu'en 1967. Ils étaient vraiment, c'était pas eux qui leur vendaient des armes, qui les finançaient, etc. En 67, ils se sont dit, nous avons un porte-avions là-bas, un chien de garde qui va nous assurer la sécurité du canal de Suez, de nos investissements. Donc, on va l'aider. Et donc, il s'assoit sur les résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale. On n'en a rien à fiche, etc. Et même des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, entretiennent des relations tout à fait normales et, comment dire, de fort à fort, de puissance à puissance. Mm. Parce que Israël est une puissance nucléaire, Mm. est une puissance militaire, est une puissance du renseignement, est une puissance dans la technologie. Je vais vous citer un exemple. Le fameux, comment dire, Pegasus. Vous savez, Oui. le truc qu'on a développé pour écouter, Oui. on peut écouter les chefs d'État, Oui. création israélienne. Mm. Donc, en fait, c'est une puissance qui s'impose dans les relations internationales. Et donc, les États ont compris que leur intérêt n'est pas de le combattre et de s'entendre avec lui. D'accord. Et parce qu'ils tiennent quelque chose de précieux avec ce Pegasus, en fait, au niveau des autres pays, en fait. Je pense que c'est aussi Bien pour ça. sûr. Il y a un rapport de force, quoi. Donc, il pèse. Voilà, on sait que le Mossad est capable, par exemple, le Mossad, bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs ici, mais Mm. le Mossad a participé à l'assassinat de Kennedy, le Mossad a participé au 11 septembre, le Mossad a assassiné 40 marins
américains en 67 parce qu'ils s'étaient permis de s'approcher des côtes israéliennes pendant la guerre. C'était un navire désarmé Hmm. qui était uniquement chargé d'écoute. D'accord. Donc, ils les ont assassinés de sang-froid et ils voulaient même couler le navire. Donc, les services secrets étrangers savent à quel point ces gens-là sont dangereux. Et donc, il vaut mieux ne pas les titiller. Voilà. Donc, Israël s'est imposé par là. Il dit à la communauté internationale, vous m'acceptez ou bien il vous arrivera malheur. Voilà. Et les pays, la Russie, par exemple, la Russie qui est le parrain de la Syrie, le défenseur du régime d'Assad, accepte que Israël bombarde 1 ou 2 fois par semaine le territoire syrien, pour, mais limité. Voilà. Ouais. Mais parce que c'est l'intérêt d'Israël. Et donc, voilà comment le sionisme, enfin, en tout cas, l'idéologie sioniste israélienne a fini par s'imposer dans les relations internationales. D'accord. Cette histoire du Mossad que vous nous avez dit juste avant, ça c'est sourcé, ça, hein. C'est-à-dire que l'attaque, Ah oui, enfin, l'aile au 11 septembre, c'est sourcé, hein. C'est pas les propos qui oui, sont qui sont les vôtres, hein. non, je vous suggère juste, Mmh. il y a quelqu'un qui est AER, Égalité et Réconciliation, qui s'appelle, bon, excusez-moi, j'ai un trou de Il y a pas de mémoire. souci, il y a pas de souci. Il a fait, bon, il a fait des vidéos, il est connu, il a écrit des livres, il a fait des vidéos qui sont très sourcées. D'accord. Bon, si le nom me revient, je vous le dirai, On mais mettra dans il la description. suffirait, On mettra dans la voilà. description, vous nous redirez Donc, après. il a fait vraiment des recherches. euh, donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous donner juste une indication sur le 11 septembre. Ouais. Un mois avant la destruction des tours, un mois, un homme d'affaires juif très lié. Non, je vais vous donner deux trucs. Bon, un homme d'affaires très lié à Israël, etc. Il a pris une assurance sur les 2 tours, une assurance contre une attaque terroriste. Les assureurs se sont dit, ben, je sais pas, ils lui ont facturé 300 millions, je sais pas quoi. Bon, bon. Et ben, un mois après, les 2 tours ont été détruites par un acte terroriste, il a touché 3 milliards. Bon. Deuxième chose, et ça, je vous le dis, enfin, vous pouvez me croire, j'écoutais à l'époque un bulletin d'information directement d'Israël en français. D'accord. Et le lendemain du 11 septembre, la journaliste, elle a dit, il y a eu un miracle hier, et les 500 plus grands chefs d'entreprise des 2 tours ont été invités à une circoncision, quelque part, alors que la circoncision chez les Juifs, elle se fait obligatoirement le 8e jour. Obligatoirement. À moins d'un danger de mort. Et elle avait bien précisé que ce n'était pas le jour de la circoncision, parce que ce n'était pas le 8e jour. Voilà. Donc, il y avait d'autres. Donc, voilà. Bon, donc, vous pouvez vous reporter à cette personne-là qui est chez ER, Égalité et Réconciliation. Il a fait des vidéos explicatives, etc. D'accord. Ben, écoutez, on mettra les sources et Pardon, son côté Epstein, voilà, oui, par exemple. dites-moi, Voilà. dites-moi. Epstein, ça c'est le Mossad, et donc qui tient des dizaines ou des centaines ou des milliers de vidéos sur la majorité des gens. Il les a parlé, voilà, Il si les a vous par, avez compris. oui, il les a par la peau des fesses, quoi. Voilà. C'est de l'autre côté plutôt, mais OK. J'ai vu passer, moi, ces informations que vous me dites là sur sur cette histoire de circoncision au Oui, 8e jour. Je l'ai vu passer ça, donc je sais que ce que vous avancez est plutôt véridique sur ce point-là, parce que je l'ai vu passer et je l'ai lu il n'y a pas plus tard que 2 jours. Donc effectivement, je confirme. Pareil pour les plus gros chefs enfin pour le billet de 3 milliards qui a été pris, l'assurance sur les 2 tours, je l'ai vu passer aussi, je confirme. On va refaire un autre bond dans le temps et on va passer à notre deuxième axe maintenant, si vous voulez bien, Monsieur Cohen. oui, Parce que je sais que vous avez été l'un des premiers à en parler, c'est cette histoire de Sayanim. Et du coup, oui, l'implication, donc le deuxième axe, c'est l'implication du sionisme, ou en tout cas des Sayanim, dans la politique et les médias français en d'accord. 2024, depuis le départ, si j'ose dire.
Alors, j'étais pas l'un des premiers, je D'accord. suis le premier. Bon, J'ai dit le premier ou c'est j'ai dit pas l'un un des titre premiers? de gloire. Pardon? J'ai dit le premier ou l'un des premiers? Je sais plus. Je crois que j'ai dit le L'un premier, des non? premiers. D'accord, excusez-moi, Non, non, autant l'un pour des moi. premiers, je crois. Non, non. Et en fait, moi, ce qui m'a intrigué, c'est que j'ai découvert l'existence des Sayanim dans les années 90. Et je m'étais dit à l'époque, mais comment ça se fait que personne n'en parle? Mais le terme même n'a jamais été cité dans les médias. Et ça montre déjà que lorsque j'ai un journaliste, par exemple, tombé sur les trucs des Sahénim, je disais, oula, c'est de la dynamite, je préfère ne pas en parler. Ouais, Bon. Alors, je vais faire un petit historique des Sayanim. avec Les plaisir. Sayanim en hébreu, ça veut dire ceux qui aident, aider, du verbe aider, qui collabore. En 1959, alors je renvoie les auditeurs qui auraient quelques. On ne sait jamais, vous savez, il y a toujours des sceptiques. Bon. Donc je renvoie les auditeurs à deux ouvrages, au moins, voilà. Il y a celui de Gordon Thomas, qui est le grand spécialiste des services secrets britanniques et israéliens. Là, ils trouveront vraiment tout ce qu'ils veulent. D'accord. Et un agent du Mossad qui s'appelle Victor Ostrovsky, qui a démissionné du Mossad dans les années 80 et qui a raconté sa vie, etc., et qui a donné des éléments factuels sur les Sayanis dans les années 80. Voilà. Il y a d'autres, mais déjà, c'est déjà pas mal, point de vue, pour dire que bon, c'est là. Bon. Donc en 1959, le chef du Mossad de l'époque, Meir Amit, il a eu Pas, une me- idée de génie. pas Hmm. meilleur Habib. C'est pas meilleur Habib. C'est mais. Meir Amit, Ok. il a eu une idée de génie. Il s'est dit, attends, moi, voilà, on est un petit État. À l'époque, c'est vraiment, Israël était un petit État vraiment assez fragile économiquement. Je vais vous raconter une blague. Ça fait, bon, ça détend un peu l'atmosphère. C'était un État tellement, un pays tellement faible économiquement, tellement le chômage, enfin, c'était presque la misère, presque. Il y avait une blague qui circulait dans le pays qui disait, bon, euh, on va repartir et le dernier qui quitte Israël éteindra la lumière de l'aéroport. C'est dire à quel point il n'était pas très sûr de leur avenir. Bon, et donc le chef du Mossad s'est dit, voilà, on a des millions de juifs à l'étranger, pourquoi ne pas s'en servir comme agent d'influence, comme relais dans l'économie, etc., comme espion. Enfin. Et donc il a créé le corps des Sayanim, c'est-à-dire, et où est-ce qu'il va aller trouver ces gens? Vous savez qu'il y a une franc-maçonnerie juive mondiale qui s'appelle le Bnai Brit. Cette franc-maçonnerie réservée uniquement aux juifs. Il faut être juif pour en faire partie. Elle a, et il y a un demi-million de personnes. Elle a 500 000 membres. Et je peux vous dire que enseignant, c'est presque même pas. Enfin, je veux dire, c'est cadre moyen, moyen supérieur jusqu'à l'élite, genre Strauss-Kahn, enfin bon, etc. Spielberg, enfin vraiment le haut du panier, Ouais. d'accord. Et il va aller voir, il a la liste, enfin, donc il se dit, je vais avoir besoin, mettons, prenons la France. Bon, il regarde, il voit, comment il s'appelait déjà, Yvan Levaille, par exemple. C'est un grand journaliste dans les années 50-60. Yvan Levaille, Jean-Pierre Elkabbach, etc. Et il va leur dire, voilà, vous allez aider Israël. Il dit, bien sûr. Et il va recruter comme ça. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'il y a à peu près entre 40 000 et 50 000 Sayanim dans le monde. Peut-être 5 000 en France. Donc, il va leur dire, voilà, vous allez nous aider, vous allez aider Israël. Par exemple, vous allez favoriser les nouvelles qui sont pour Israël. Vous allez empêcher, mettons, un journaliste pro-palestinien ou pro-arabe de parler. Euh, vous allez dénigrer le monde arabe, les Arabes, etc. Donc, vous allez faire un travail d'influence dans les médias. D'accord. Et il va recruter des Sayanim dans le monde de l'édition.
oui, il va recruter des Sayanim dans le monde de la publicité. Par exemple, vous avez Publicis. Publicis contrôle 50 à 60% du marché publicitaire en France. Elle est contrôlée par un Sayan, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service d'Israël à travers le Mossad. Bon, il va dans le monde de l'édition, par exemple, un exemple. Marion Sigaud devait publier un livre qui s'appelle Du kibbutz à l'intifada. Elle avait signé un contrat et une semaine avant la sortie du livre, on l'appelle, on lui dit désolé, le livre ne sortira pas. Donc en fait, ils vont essaimer comme ça. Imaginez 4 à 5 000 agents d'influence qui sont dans les médias, le cinéma. Par exemple, Bernard-Henri Lévy, qui est un Sayan, enfin qui doit être un Sayan évidemment, et il dirigeait la commission d'attribution des crédits pour faire un film pendant 20 ans. Donc tout celui qui veut, par exemple Dieudonné, en 2000, même avant le fameux sketch, il a voulu faire un film sur l'esclavage. Et Bernard-Henri Lévy, il s'est dit, oula, un film comme ça, il va y avoir une concurrence victimaire, ce qu'on appelle. La concurrence victimaire, ça veut dire que le lobby judéo-sioniste veut avoir l'exclusivité sur les tragédies. La tragédie de la Shoah doit être l'unique. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'autres tragédies qui viennent troubler la conscience universelle. Donc, il lui a dit non. Et sans l'aide, sans l'avance sur recette, tu ne veux pas faire un film en France. C'est pour ça que Donc, Dieudonné, c'est pour ça que, alors, je vous permets de me vous couper, c'est pour ça que oui, Dieudonné, du coup, est parti, alors, je vais employer le mot en guerre, mais qui est parti plutôt à la bataille contre ces Sayanim, en gros, quoi. Parce que quand on écoute Dieudonné, par exemple, avec son fameux oui, sketch sur la victimisation, ce genre de choses, oui. on- enfin, personne n'est dupe pour Non, comprendre là où il va, quoi. il est parti vraiment en guerre après son fameux sketch. D'ailleurs, lui, il a fait un sketch. D'ailleurs, tout le monde a rigolé à la télé. Ouais. Il y avait un type qui est directeur de BFM. Enfin bon, le nom m'échappe, je suis désolé. Marc-Olivier Fogiel. Ah, voilà, le spécialiste du Mossad aux États-Unis s'appelle Laurent Guyeno. Voilà, le nom m'est revenu. D'accord. Et donc, vous allez sur le site de ER, vous allez trouver Laurent Guyeno. Donc, euh, lui, il fait tout naïvement, enfin, gentiment, il fait un sketch, il fait rire, voilà. Et tout de suite, le lobby se dit, oula, attention, ce type-là, il nous gêne, il est dangereux, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, des coups de fil, tac, 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 tac. Il avait un spectacle à Lyon le mercredi suivant, le spectacle est annulé. Parce Ouais, qu'ils ont des relations partout. ouais. C'est ça les Sayanis. C'est-à-dire, par Est-ce qu'on, exemple, dites-moi. oui, allez-y, allez-y. J'allais vous dire, en fait, quand vous nous expliquez, en fait, ce concept de Sayanim où ils sont impliqués un peu partout dans les sphères, alors, Oui, médiatiques, politiques, etc., moi, ça me fait penser à un parallèle. Bon, du coup, alors, pour vulgariser la chose, hein, à Cosa Nostra en Italie, qui s'infiltre un petit peu un peu partout. oui, Vous voyez un peu la référence, même si je vulgarise un peu le truc, mais est-ce que c'est oui. le même conception d'implication au niveau de l'influence? C'est-à-dire, c'est plus que de l'influence. C'est en fait, ils ont des agents bien placés dans tous les secteurs clés de la société Ouais. française. Par exemple, le jour où, dans les années 80, par exemple, les Maghrébins avaient défilé, ce qu'on appelle la marche des beurs, Mm. avaient défilé en France, et ils ont dit, nous sommes des républicains, nous sommes, à l'époque, il n'y avait ni voile, ni, comment dire, ni appel au djihad, ni rien du tout. Ils étaient tous laïcs, jeunes, républicains. Le lobby judéo-sioniste a vu le danger. Mm. Le danger, c'est quoi? Si les Maghrébins étaient intégrés en France, étaient intégrés dans la société, dans les médias, dans la politique, etc., ils risquaient de dévier la politique de la France vers le monde arabe, vers la Palestine, et le lobby juif allait perdre sa puissance. Déjà. Qu'est-ce Mm. qu'ils ont fait? Et ils ont donné des instructions, enfin le Mossad a donné des instructions à ceux qui pouvaient le faire de dénigrer la communauté maghrébine. Et c'est là où
ont commencé à apparaître des livres du style Les quartiers perdus de la République, est-ce que l'islam est compatible avec la République, est-ce que l'islam est une religion qui peut se moderniser, etc. Et le travail de SAP a commencé et aujourd'hui on voit le résultat. La loi sur le séparatisme, etc. Mais tout ça a été préparé dès les années 80 grâce à tous ces relais. Donc en fait, c'est plus que Cosa Nostra parce qu'en fait, ils sont ils sont dans l'économie, ils sont dans la politique, ils sont dans les médias, ils sont dans l'édition, ils sont à l'université. Par exemple, à l'université, mettons, vous avez un Stéphane Hessel. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Stéphane Hessel, qui était compagnon de la Libération. Et un type vraiment respecté, etc. Et qui avait écrit un petit bouquin qui s'appelle Indignez-vous, bon, qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, et qui était un juif, laïque, mais enfin un juif, qui se battait pour les droits des Palestiniens. Bon, évidemment, un type comme ça, c'est très difficile de le contrer. Mais un soir, il a voulu faire une conférence à l'école normale supérieure. Bon, école normale supérieure. Eh bien, juste des coups de fil. On n'a pas besoin, le CRIF n'avait pas besoin d'intervenir. Non, non, je suis de l'intérieur, ça vient de l'intérieur, quelques coups de fil. Et la direction de l'école normale supérieure a dit ça risquait de créer des ennuis, etc. Donc, on a lu la conférence. Tout ça, voilà le travail de SAP des Sayanis. C'est-à-dire, ils sont très bien implantés dans tous les secteurs et lorsqu'il le faut, on leur donne un coup. Voilà, Et, juste un exemple. Oui, et on leur donne un coup de fil et ils actionnent en fait les boucliers pour. je vais vous donner un exemple concret. Ouais. Vous savez, celui qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger, qui s'appelle Glasner, ou Glaser, ou Glasner. Vous savez, celui qui a fait le truc là, le film, j'ai oublié le titre, vous savez, ça se passe dans un camp de concentration Auschwitz, mais vu du côté allemand, la réception, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bruit et lumière, un truc dans le genre ou non, c'est pas ça. Bon, Bon, bref. bon, il a eu l'Oscar. Ouais. Il a brandi l'Oscar et il a dit, et il a fait une déclaration anti-israélienne. Et il est juif. Ouais. Mais il a dit, c'est insupportable. Bon, aujourd'hui ou hier, 450, 450 euh, personnes de l'industrie de Hollywood, du cinéma, 450, ça veut dire Spielberg, etc. Ils ont déclaré, ils ont publié une lettre ouverte contre ce cinéaste. Bon, Pour ces prises de c'est position. dire, voilà. Et j'ai donné un titre à mon poste, j'ai dit le rapport de force à Hollywood. C'est-à-dire quand vous avez un qui ose dire quelque chose, il y a 450. Quel est le message de ces 450? Le message de ces 450, c'est de dire à tous ceux qui oseraient à l'avenir, parce que bon, le type là, il a eu un Oscar, on ne pourra pas grand-chose contre lui. Mais attention à ceux qui suivent, faites gaffe. 450, nous contrôlons l'industrie du cinéma à Hollywood. Égard à celui ou à celle qui oserait prendre position contre Israël. Voilà le message. C'est clair. Voilà les Sayanim. Les Sayanim, c'est ça. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs, ce qui est aujourd'hui, les gens se disent, enfin, comment ça se fait? Tout, le massacre, le génocide, enfin, et les médias qui bougent pas, vont pas tellement. Et c'est ça le travail des Sayanim. Ils ont infiltré et contrôlé les médias depuis 65 ans. Le résultat est là. Voilà. Alors ça me fait rebondir, Monsieur Cohen, parce que je sais très bien, là, Oui, j'entends mes abonnés déjà en train de me poser 1000 questions, donc je vais les poser à leur place. d'accord. Très rapide pour ces questions-là, parce que je sais qu'après on a le troisième axe qui va être super important. Il y a un personnage assez récurrent, parce que du coup, le deuxième axe, on a dit qu'on parlait des médias et de la politique française. Il y a deux exemples que moi j'aimerais voir avec vous et savoir ce que vous en pensez. C'est le cas Meilleur Habib dans la politique Mm. française.
avec ce fameux France-Israël, enfin le groupe d'amitié France-Israël au niveau de la politique française à l'Assemblée nationale, et l'impact et l'importance du pouvoir qu'a une petite radio comme Radio J. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Oui, oui. Donc en gros, mes deux questions pour faire simple. Le problème Meilleur Habib, parce que pour nous, moi je le dis ici, hein, je suis franco-français, j'ai pas d'origine autre que celle d'être D'accord. français, mais je me pose vraiment des réelles questions sur ce personnage, le travail qu'il est, pour qui il travaille, etc. Et l'importance d'une radio comme Radio J, qui a un pouvoir extraordinaire pour pouvoir avoir sur son plateau des députés, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, etc. Alors que certaines grosses radios doivent se battre pour l'avoir. Oui. Voilà, je vous laisse répondre. Bon, alors, mais la Bible est vraiment enfin, ça c'est, pour moi, c'est l'image de l'arrogance sioniste. Lui, C'est-à-dire, non sionisme, lui, seulement, sioniste. Meilleur Habib, oui, pur oui, sioniste. D'accord. israélienne, Sayanim. israélienne. Ah oui, bien évidemment, Donc il ça coche c'est, les trois alors. Ok. ah non, mais bien sûr, non, non, c'est vraiment, comment dire, l'agent enfin, qui est dévoué, enfin qui fait, il est actif, il est efficace à 1000%. Et non seulement ça, mais il terrorise les députés. C'est-à-dire que, ou bien il terrorise les journalistes, parce que personne n'ose lui tenir tête. Il gueule tellement et donc, il met tellement la pression que personne n'ose lui dire, parce que c'est quoi leur crainte? Vous savez, il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo, enfin, je suis passé sur une chaîne, le jeudi, je passe sur une chaîne avec un ami, et il a montré une vidéo de députés que quelqu'un essaie d'interroger pour lui dire, des députés français, est-ce que vous êtes pour un cessez-le-feu? Il y avait à peu près une douzaine de députés, hommes et femmes, personne n'a osé répondre, personne. Ils disaient, je n'ai pas le temps, pardon, oui, 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 c'est important, mais ils ont la trouille. Voilà. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, ils ont la trouille. En fait, on a mis la trouille, on a introduit la trouille chez les députés, et donc ils ont la trouille de dire un mot de travers à Meir Habib. Et donc c'est pour ça qu'il peut engueuler, il peut dire ce qu'il veut, il les menace, eh bien, ils ont, ils font dans, ils font dans leur froc. Et ça, c'est terrible. Vous imaginez toute la classe politique française qui a la trouille de ce type et qui a la trouille du lobby, qui a la trouille de dire un mot de travers. Bon. Maintenant, venons-en à cette Radio J et surtout à son journaliste, Frédéric Aziza. Vous savez que Frédéric Aziza, il y a 1 an ou 2, il a eu des problèmes de harcèlement sexuel. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je Bon. l'ai Il entendu, y a je l'ai vu eu, passer. Ouais. Je l'ai vu passer. voilà, il y a une journaliste qui avait, et c'est elle qui a été mise à la porte de LCP, je crois, ça s'appelle cette chaîne Euh, parlementaire. oui. Oui. Voilà, LCP, ouais. LCP, je sais pas quoi. Bon. Est-ce que vous avez déjà vu des extraits de ce Frédéric Aziza interrogeant les hommes politiques français? Je vous conseille de les voir. Mais vraiment, on dirait un maître d'école vis-à-vis d'un cancre. D'accord? Ouais. Oui, oui, mais hein? Non, non, mais dites-moi, mais d'une arrogance, mais d'une suffisance. Et l'homme politique français, qu'il soit ministre ou pas, il s'abaisse, il rampe. Et c'est juste, comment dire, moi, ça me fait, enfin, moi, ça me fait mal au cœur pour ces gens. Enfin, ça me fait mal. Je Oui, me enfin, plains. C'est terrible de voir des hommes politiques d'une telle, même des ministres, c'est ramper. Il y a pas d'autre mot. Voilà. Voilà la réalité. Meilleur Habib franc-maçon ou pas? Je sais pas. Vous savez pas. D'accord. Ça change pas grand-chose. L'essentiel, c'est que c'est un Sayan. Hmm. Parce qu'il y a des francs-maçons Sayanim. Ouais, c'est ça, en fait, vous m'expliquiez au début, en fait. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que c'est Voilà. franc-maçon du côté Sayanim Au Grand Orient de France, hmm. au Grand Orient de France, où j'ai été pendant 17 ans, il y a une loge qui s'appelle l'Étoile de la Paix et qui est composée à 98% de juifs sionistes, et donc la plupart d'entre eux sont des Sayanim. D'accord. Alors, je rebondis sur le côté Oui, franc-maçonnerie. Excusez-moi, sur le côté franc-maçonnerie.
J'aimerais que vous nous disiez, la question vient pas de moi, elle a été, c'est une question d'une des personnes qui suit la chaîne, qui m'a parlé en fait. S'il te plaît, Jérôme, pose la question à Monsieur Cohen, au-delà du 22e degré de la Oui, franc-maçonnerie, qu'est-ce qui se oui. passe? Alors, oui, bon, moi d'abord, je ne suis pas allé au-delà du troisième degré. D'accord. Donc, bon, voilà. Par contre, j'avais une amie qui était au 30e. J'avais un copain qui était au 18e. Et apparemment, il se passe pas, enfin, il se passe surtout des choses au niveau de la symbolique. Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein. Ouais, ouais. Voilà. Après, moi, je ne sais pas. D'accord. Donc, de ma petite expérience personnelle, il ne se passe pas grand-chose. En fait, là où les choses se passent vraiment, c'est au niveau des fraternelles. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi une fraternelle? Une fraternelle, c'est que, vous savez que la franc-maçonnerie, c'est comme les partis politiques. Il y a quatre ou cinq importants. Donc En la France, hein? franc-maçonnerie, il y a, En en France, vous France, parlez? il y a OK. quatre ou cinq obédiences. Ouais. Voilà. Il y a le Grand Orient de France qui est plutôt laïque et progressiste, enfin, si on peut l'appeler comme ça. Donc l'euthanasie, etc., l'avortement. Bon. Et puis il y a la Grande Loge de France qui est plutôt philosophique, symbolique. Il y a la Grande Loge nationale française qui est plutôt affairiste et colonialiste, très présente en Afrique. Et puis il y a d'autres plus ou moins importants comme le droit humain. Bon, en tout cas, voilà, c'est comme des partis politiques. Ouais. Et, et donc, et ils ont inventé les fraternelles. C'est quoi une fraternelle? C'est-à-dire que, mettons, vous travaillez dans les impôts et vous voulez élargir, parce que, bon, vous savez, tous les francs-maçons ne courent pas après les, comment dire, D'accord. les avantages que peuvent procurer les relations, etc. Moi, à mon avis, enfin, je peux dire un avis comme ça, il y a peut-être 15-20% des francs-maçons qui courent après des avantages. Voilà. Les autres, ils n'en ont pas besoin, ça ne les intéresse pas, etc. Ils font leur petite vie de réunions mensuelles, et voilà. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont créé ce qu'on appelle une fraternité, c'est-à-dire, vous êtes agent des impôts et vous vous rencontrez avec les agents des impôts des autres obédiences. Vous OK. réunissez une fois par mois, par exemple. Par exemple, je vais vous donner concrètement. Il y a la fraternelle des hauts fonctionnaires de l'enseignement qui déjeunent une fois par mois au Sénat. OK. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais un très bon ami à moi qui était cadre A au ministère de l'Éducation, qui était d'origine algérienne et qui faisait l'effort d'aller, parce que ça coûtait quand même 35 ou 40 euros ce déjeuner, une fois par mois. Ça devait être bon. Et, et, le, et le malheureux, enfin le malheureux, parce que il était cadre A, il était pas loin de la retraite, et il voulait absolument obtenir un petit échelon, enfin un petit rien du tout, qu'il aurait mis à un niveau, etc. Et il m'a dit, tu sais, Jacob, parce que, vous savez, quand on dit les francs-maçons sont fraternels, ils s'entraident, etc., c'est vraiment bidon. Ah, Ceux qui vous aident, non, ceux qui vous aident, c'est parce que vous pouvez leur rendre service. C'est-à-dire, c'est du donnant-donnant, hein. ouais. Donc, voilà. Enfin, je peux vous citer mes exemples, mais j'ai pas envie de. Bah, si vous Ça voulez, sera pour un autre. oui, si vous voulez, je vous réinviterai et on fera un spécial Voilà. franc-maçonnerie. D'accord. Donc, en fait, ce sont des gens, comment dire, c'est pas du tout le cœur sur la main. Je suis un frère. Ah, pas du tout. D'accord. Ils vous enfonceraient plutôt. D'accord. Donc, si vous avez quelque chose à offrir, là, c'est du donnant-donnant. Voilà. Ce sont des gens, au moins un bon repas, parce que ce sont des gens qui se réclament de, comment dire, gastronomes. Voilà. Il y a beaucoup Et donc, de. Ah, excuse-moi. cet ami est allé plusieurs fois
Et il m'a dit, c'était quelqu'un de, comment dire, de gentil, de discret. C'est pas quelqu'un qui va s'imposer parce que quand on va au Sénat, vous rencontrez les inspecteurs généraux, les gros, enfin, je veux dire, Ouais. le haut du panier de l'enseignement supérieur, de l'enseignement. Et lui, il arrivait timidement, etc. Il essayait de faire avancer son dossier et il n'a jamais réussi. Pour vous dire, et pourtant, c'est quelqu'un qui a été vénérable maître. Il a été dans les ateliers supérieurs jusqu'au 18e. Quand j'ai quitté la maçonnerie en 2007, je n'ai plus eu de contact avec lui, mais peut-être qu'il est allé plus loin. Mais juste pour vous dire que voilà, la fraternelle, c'est-à-dire que des gens de diverses obédiences qui ont le même intérêt. Par exemple, ils sont inspecteurs des finances, etc. Ils se réunissent entre eux une fois par mois, ils déjeunent pour voir ces gens d'écart de visite pour voir comment ils peuvent s'entraider. Voilà. Mais ils n'ont pas une implication directe au niveau de la politique française. Je ne sais pas, Non, au sur des niveau de la décisions, par politique, exemple. non, 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 je crois, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, elle avait ce pouvoir sous la Troisième République. Ouais. Aujourd'hui, elle a moins ce pouvoir. D'accord. Mais elle a, disons, une espèce de pouvoir d'influence au niveau, par exemple, moi je me souviens quand j'étais franc-maçon, on nous faisait étudier des questions de loge sur l'euthanasie, par exemple, donc, ou l'avortement. Et donc, on prépare des dossiers, etc., qu'on va faire arriver au niveau, à l'échelon parlementaire et politique pour faire aboutir des lois sur l'euthanasie, et l'avortement, voilà. D'accord. Mais je ne crois pas que ça soit vraiment une influence, mettons, sur le gouvernement, etc. D'accord. Donc, pour répondre du coup à cet abonné-là qui nous demande Oui, au-delà du 22e degré, qu'est-ce qui se passe, vous confirmez que vous, d'après ce que on vous a raconté, parce que vous savez pas réellement, il n'y a pas de choses qui peuvent dévier. Alors, je vais dire un peu, je vais aller loin peut-être dans ce que je dis, mais occulte ou ce genre de trucs, d'influence un petit peu néfaste et tout ce genre de choses. Vous avez rien entendu là-dessus. moi j'ai rien entendu là-dessus. Et pourtant, enfin, je vous dis, je connaissais quelqu'un au 30e et Ouais. je connais, voilà, j'ai rien Combien, entendu là-dessus. combien il y a de degrés dans la Au franc-maçonnerie? 3e. 33e, d'accord. 33e, c'est le grand maître et au-delà, il n'y a plus rien. Non, 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 c'est pas. En fait, on peut arriver, comment dire, on peut arriver à grand maître, on peut arriver au conseil de l'ordre, être grand maître, être grand orateur. C'est-à-dire, en Ouais, fait, le Grand Orient, par exemple, il y a une espèce de gouvernement. Il y a le grand maître comme c'est président, le grand orateur, c'est l'équivalent du ministre de la Justice, etc. Mais ils ne sont pas nécessairement 30e, etc. Pas du tout. Ils d'accord, peuvent très bien être 4e ou 14e. Donc, d'accord. c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a Oui, pas oui. du tout d'équivalence. Oui, il n'y a pas d'équivalence, quelqu'un qui aurait le dessus sur un autre en fonction des degrés Voilà. qu'il a. Ok, très bien. On peut Bon. être, on peut être 30e ou 33e Hmm. et avoir un petit, comme cette dame dont je parlais, cette Ouais, sœur, elle était 30e ou peut-être 32e, mais au niveau du pouvoir qu'elle avait au sein de son atelier, pas, pas grand-chose. Voilà. d'accord. Bon, on reviendra, je vous propose qu'on revienne plus tard sur la franc-maçonnerie avec un dossier spécial. Là, on va rester sur le côté sionisme et sayanisme. Euh, on va du coup partir sur le troisième axe. Donc, je vous remercie déjà d'avoir pris enfin, de m'avoir éclairé un peu sur Radio J et notre ami Meilleur Habib, qui pour moi est problématique, je trouve, en France. On a d'ailleurs, nous, fait une pétition pour demander sa destitution en tant que député franco-israélien. Donc, Bonne chance. ben, je sais, merci. Mais au moins, on préfère essayer et que ça aboutisse à rien plutôt que de regretter de ne pas avoir essayé. Voilà. Bonne chance, merci beaucoup. Troisième axe, les amis, je vais maintenant vous demander, Monsieur Cohen, l'avenir du sionisme, le projet à long terme à niveau international avec les problèmes qui peuvent se passer au niveau géopolitique et au niveau influence des sphères politiques et médiatiques, et là du coup au niveau international, comment vous voyez cet avenir-là du sionisme et des sayanim? Est-ce que vous pensez qu'à un moment ça va s'effondrer sur lui-même à cause du poids de l'influence qu'ils ont et puis
les problèmes d'ingérence au niveau international, ou alors, bon, bah, ils ont encore une longue route devant eux et le soleil brille et tout va bien. Alors, c'est vraiment, bon, c'est très difficile de parler de ce qui peut arriver, mais d'abord, il y a une chose, c'est que le sionisme a évolué. C'est pas du tout le sionisme des années 50, 60, ce petit État laïque, presque communiste, qui tentait de survivre. Euh, Aujourd'hui, c'est un État établi, c'est une puissance reconnue, admise, et en plus une puissance nucléaire. Bon, même si on fait semblant de ne pas y croire, mais c'est un État qui possède probablement entre 80 et une centaine d'ogives nucléaires. Voilà. Et qu'il balade dans des sous-marins que l'Allemagne lui a offerts, ou quasiment bradés, parce que la culpabilité allemande, vous savez ce que c'est. Oui. Et donc, l'Allemagne lui a déjà fourni, si mes comptes sont bons, entre 5 et 6 sous-marins, déjà. Voilà. Et peut-être un ou deux en construction. Voilà. Donc, ces sous-marins sont d'origine allemande. Et on sait, vous savez, quel est le sionisme a réussi, enfin, le régime israélien ou le régime sioniste, il a réussi à imposer au monde l'idée suivante, c'est que si vous nous emmerdez, il vous en coûtera cher. Voilà. Or, on sait aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs, que les Israéliens seraient capables, si vraiment on touchait à leurs intérêts fondamentaux, seraient capables de balancer les ogives nucléaires dont ils disposent. Vous le Il pensez ne faut pas vraiment se ça? leurrer. Ouais. Ah oui, oui, ah oui, non, mais de plus en plus d'ailleurs. Il y a 20 ans, ils ne l'auraient pas fait. Il y a 30 ans, encore moins. Aujourd'hui, c'est un régime qui devient de plus en plus, d'ailleurs on le voit, c'est un régime qui devient de plus en plus, euh, comment dire, Ingérable. violent, Ouais. agressif, Ingérable, quoi. cynique. Voilà, il n'en a rien à fiche du monde. D'ailleurs, enfin, vous voyez ce qu'il fait à Gaza. Ouais, ouais. C'est juste incroyable. Mm. Même l'Amérique, il met son allié américain devant le fait accompli. C'est-à-dire, vraiment, il n'en a rien à fiche. Et de plus en plus, c'est un système qui devient de plus en plus extrémiste. Or, je veux dire, je suis sûr, enfin, moi je dis parfois, le fondateur d'Israël et du sionisme Ben Gurion, s'il voyait ce qui se passe aujourd'hui, il se retournerait dans sa tombe. C'est pas du tout son projet. Ouais, ouais. Mais c'est comme ça. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait changer et il y a, moi je suis allé en Israël au moins une dizaine de fois depuis les années 60. Pourquoi? Parce que toute ma famille est partie du Maroc pour vivre là-bas. Donc j'allais régulièrement les voir et j'ai vu le changement de cette société. Dans les années 60-70, c'était une société ouverte, laïque, rigolarde, généreuse, etc. Et aujourd'hui, la moitié au moins porte la kippa et croit a envie d'un retour au Messie, veut, ne veut aucun compromis avec les Arabes. Enfin, elle n'a jamais voulu. Mais ça, c'est un autre chapitre dont on pourrait parler une autre fois. Et donc, il devient de plus en plus extrémiste, de plus en plus fascisant, et même avec une pointe religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime israélien va vers une espèce d'iranisation de sa société, c'est-à-dire l'application de la charia juif. De plus en plus, la religion entre dans la vie israélienne. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'assez nouveau, mais qui devient incontournable, impossible d'arrêter. Pourquoi? Tout simplement parce que les religieux, j'ai un frère religieux, donc je sais de quoi je parle, ces religieux font 10-12 enfants. Et donc, vous calculez sur 2 ou 3 générations, ils prendront, et aujourd'hui, ils prennent une partie du pouvoir, demain, ils prendront la moitié du pouvoir. Et mon frère me dit, on n'en a rien à fiche de la démocratie lorsqu'on sera assez nombreux
on imposera la charia à tous. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Israéliens laïcs, euh, ingénieurs, ouverts, etc., qui s'en vont d'Israël. Parce que ce pays devient insupportable. Aujourd'hui, il y a des milices juives, c'est-à-dire israéliennes, qui traquent les juifs progressistes, qui traquent les Israéliens qui osent défendre Gaza, qui traquent les gens au point de les faire démissionner de leur poste de professeur, etc., ou qui les menacent. Donc, c'est un pays qui devient quasiment, vous savez, le numéro 2 de l'armée israélienne, qui s'appelle Yair Golan, ou peut-être je me trompe, en tout cas, il s'appelle Golan, mais peut-être je me trompe, parce que Yair Golan, il y a aussi un chanteur qui s'appelle comme ça, donc je ne voudrais pas faire de confusion. Il y a un Golan, numéro 2 de Tzahal, de l'armée israélienne, qui a déclaré en 2017, quelque chose comme ça, d'accord, lorsqu'on discutait de la loi sur la nation du peuple juif, qui a déclaré, qui a établi le fait qu'Israël est un État juif. Les autres, on les tolère. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple de cette loi. Ça veut dire qu'une municipalité juive, une ville, une petite ville, elle peut décider que, étant donné son caractère juif et son intégrité juive, elle ne peut pas accepter des résidents d'une autre religion. Ça veut dire des Arabes israéliens. Ouais, ok. Voilà. Elle Ouais. leur interdit. C'est dans la loi. Hmm. Et ce Golan, là, numéro 2, à l'époque était numéro 2, donc il avait perdu toutes ses chances de devenir le numéro 1. Il avait dit ce qui se passe en Israël rappelle le début des années 30 en Allemagne. Le numéro 2 de Tzahal a dit que ce qui se passe en Israël en 2017 lui rappelle le début des années 30 en Allemagne. Donc vous voyez déjà le... Bon. Donc, Alors moi, je pensais pas qu'il était né dans les années 30 déjà pour savoir si ça lui rappelait ça déjà, pour commencer. non, Et si il lui il le rappelle, dit, non, c'est pas, pardon, si lui il quand il le dit dit, ça, oui, non, quand il dit ça, ça veut dire il voit l'histoire allemande, c'est ce que je voulais voilà, dire, ouais. C'est ce que je voulais dire. C'était une voilà. petite parenthèse, un petit peu blague, une petite blague parce que l'atmosphère est un peu avec ce genre d'événement. Ouais. C'est vrai que Je pourtant, voudrais juste, dites-moi, oui, excusez-moi. non, non, parce que l'avenir du peuple, du sionisme, c'est quoi? C'est que ça va devenir un État de plus en plus voyou, de plus en plus agressif, qui n'a pas défini ses frontières. C'est le seul État au monde qui n'a pas défini ses frontières. Ouais. Ça veut dire, voilà, il a envie de s'agrandir Ouais. là où il voudra, là où il pourra. Et que c'est un pays avec lequel il faut compter parce que on a créé un monstre, on a créé un Frankenstein dont on ne sait plus comment, Gérer, quoi. on sait plus comment le gérer et Ouais. on ne sait plus comment le ramener à la raison. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'au niveau international, vous pensez qu'on va vers quelque chose, on va pas se mentir, quand on se projette avec ce qui se passe actuellement à Gaza, avec le fait qu'ils emmènent tout le monde vers la Jordanie, c'est ça, vers la Jordanie, hein. Ils font déplacer les populations. Donc c'est pour cette idée Vers les- d'expansion. Oui, C'est pour cette idée oui, oui. d'expansion. Donc du coup, moi, ce que je vois de l'autre côté, qui est moins expert que vous sur ces questions-là, mais qui observe et qui voit que du coup les pays avec ces Sayanim impliqués et influencent la France, bon bah c'est perdu. On peut pas. Nous, les peuples et les civils et les citoyens, on voit ce qui se passe. On sait qu'il y a un problème. On sent que faut pas faire ça. Mais vu que nous, on ne contrôle rien, c'est le peuple ne contrôle rien à l'heure d'aujourd'hui, et que nous, on voit notre propre État qui sont influencés, qui sont infiltrés et tout ça, plus à échelle internationale, bon bah, on se dit, en fait, c'est perdu, quoi. Ça reviendra jamais en arrière. Donc l'avenir, c'est pour ça que je vous parlais en fait de ce troisième axe, avec l'avenir du sionisme et des sayanim et de l'implication au niveau international. Bon, ma question est simple, on va dans le mur. Eh bien, non, mais les relations internationales, elles nous ont habitués à ce genre de problème. Il faut pas faire le naïf. La communauté internationale,
n'a jamais réglé les problèmes de manière rationnelle. Regardez par exemple l'Ukraine. C'est une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais la communauté internationale ne s'est jamais posé les questions. Ah, on a un problème en Ukraine, on va se réunir et on va discuter raisonnablement comment le résoudre. Pas du tout. La communauté internationale, elle va toujours contre le mur. Ouais. Elle n'a jamais réglé des problèmes de manière rationnelle, raisonnable et juste. Donc, c'est un problème. Le problème israélien va s'ajouter aux autres problèmes parce que la communauté internationale est basée, surtout l'Occident. Depuis un siècle, l'Occident ne connaît que le langage de la force. Voilà. Ouais. La puissance, la domination, etc. D'accord. Et Israël est un allié très utile bon, maintenant, avec l'évolution des BRICS, etc. Mais bon, mais ça, on fait des spéculations. Hmm. Mais voilà, Israël restera, enfin en tout cas, à court terme et moyen terme, je ne vois pas comment il fera changer les choses. Regardez l'impuissance de la communauté internationale, de l'ONU, de toutes les organisations face. Voilà, donc il restera un acteur majeur, incontournable de la communauté internationale et bonne chance pour ceux qui voudront gérer les problèmes futurs. Ouais. Voilà, je ne sais pas. Ça me fait rebondir sur une question qui n'était pas prévue, mais du coup, je vais quand même vous la poser. Oui. Est-ce que vous pensez que du coup, Israël a une implication directe sur le conflit Russie-Ukraine par ce côté syrianime, par ce côté influençable, et ils y voient des intérêts quelconques? Alors, non, du côté ukrainien, c'est là aussi, il faut reconnaître que les Israéliens sont très. Un jour, je vous parlerai des accords d'Oslo et je vous montrerai comment ce sont des gens très intelligents et très pragmatiques. Ouais. Voilà. Et donc, la rationalité les a poussés à ne pas du tout s'engager avec l'Ukraine parce qu'ils ont un partenariat constant, solide avec la Russie. Netanyahou et Poutine jusqu'à récemment, se rencontraient 3, 4 fois par an. Ce sont des politiques très lucides, très pragmatiques, qui ont compris que leur intérêt est de s'entendre. Chacun a ses intérêts au Proche-Orient, etc. Et donc, les Israéliens, que ce soit Naftali Bennett, qui était Premier ministre avant Netanyahou, ou Netanyahou, ont décidé qu'il n'est pas question de s'engager avec l'Ukraine de quelque façon que ce soit, parce que leur intérêt est d'avoir un partenaire solide qui est Poutine. Et donc, voilà le pragmatisme. Et donc, finalement, malgré, comment dire, les accointances qu'ils auraient pu avoir avec l'Ukraine, etc., jamais ils n'ont dévié. D'accord. J'ai une question qui me revient aussi d'un des abonnés avec qui je parlais. Pareil, elle n'était pas prévue, mais j'ai oublié de vous la poser en début d'interview, je vous la pose maintenant. L'implication de Sarkozy a été mise sur le tapis, sur le fait d'avoir fait entrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs pendant son mandat de président. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est très court, mais je me dois de vous la poser. C'est un petit peu une question Bon, qui est hors sujet, mais disons, Sarkozy s'est montré beaucoup plus judéophile. Mitterrand ne l'était pas tellement. d'accord. Ou en tout cas, à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez cet entretien qu'il avait accordé à El Kabash, Euh, où il lui a dit, mais enfin, à un moment donné, il l'a remis à sa place, El Kabash, parce que El Kabash voulait que la France se repente du Veldiv, etc. Il lui a dit, ça suffit, arrêtez de nous embêter, vous cherchez toujours. Et donc, il a fait une sortie assez. Bon, il l'a remis à sa place. Ouais. Bon. Avec Jacques Chirac, déjà, la situation avait beaucoup changé. Jacques Chirac a pris le contre-pied de Mitterrand sur le Veldiv. Il en a fait tout un truc. C'est lui qui a dit qu'il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Il a établi. Apparemment, cette non-alliance avec le Front National, c'était une exigence du Maïbrit, la franc-maçonnerie juive mondiale. Et bon, Sarkozy, il a plus d'acquaintance avec le lobby juif parce que peut-être qu'il avait des
parenté, peut-être. Mais en tout cas, il était plus pro-américain que les autres, plus proche, donc beaucoup. Mais en fait, ils ont tous été. Et puis il y a eu le dîner du CRIF à un moment donné, qui a pris de l'importance, avec Hollande, avec Macron. Et donc en fait, comment dire, la proximité avec comment dire, la dimension juive est allée en se renforçant de plus en plus. D'accord. Voilà, il y a 2 jours, Macron a invité, le CRIF à l'Élysée pour le 80e anniversaire. Enfin, et il y a rien, il y a toujours, comment dire, une espèce d'émulation. On fait toujours beaucoup plus, voilà. Hmm. On ne sait pas quoi faire pour leur plaire, voilà. On ne Ouais. sait pas quoi inventer pour s'incliner, pour les caresser dans le sens du poil, se montrer favorable, etc. Bon, bah ouais. Ok. Bon, Monsieur Cohen, bah, j'ai encore plein de questions, mais là on est déjà à 1h15. Je voulais, Oui, non, ça va. bon, On laissera ça pour une autre fois. c'est super. Nous, on vous réinvite, il n'y a pas de souci. Je voulais finir par un petit question-réponse très rapidement. Je vais vous donner une liste de noms, et puis ensuite, je vous Oui. remercierai, et puis on fera la promotion de vos livres. On en touchera un petit mot. Alors, sans affirmation de votre part, je précise dans cette interview, c'est juste par pensée. Pour nous, on aimerait savoir si les noms que je vais vous donner, s'ils sont pro-sionistes, en tout cas sionistes, sayanim ou francs-maçons. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. D'accord? Si vous savez que vous ne voulez pas le dire, il n'y a pas de problème. C'est un petit jeu. On y va? Route El Krief, Allez-y. Sayanim. Cyril Hanouna, Sayanim. Manuel Valls. Alors, le Sayan, par définition, est un juif. D'accord? D'accord? Influent, hein, vous m'avez Les dit. Hein. Sayanim. Pardon? Un juif influent. Sayanim, juif influent, Non, non, mis dans non. des... Les- Non, les Sayanim sont des juifs de la diaspora engagés par le Mossad. Donc, Manuel Valls n'est pas juif, mais enfin, il veut contribuer au renforcement du sionisme. Voilà. D'accord. Donc, on va le mettre dans la Mais il n'est case... pas un Sayan. D'accord. Donc, Au sens, il ne reçoit pas des instructions du Mossad pour mener quelque chose en faveur d'Israël, mais on n'a pas besoin. Lui, hein, mais il est il y va apparenté. de Hein. lui-même. Il me semble qu'il est apparenté à... sa femme est Il est juive, hein, il me semble. apparenté par C'est ça. sa femme, etc. D'accord. Donc, Manuel Valls, rien. Jean-Luc Mélenchon, Euh, non, non, pas du tout. rien. Ah, Rien. c'est un franc-maçon, il le reconnaît lui-même, Il mais l'était, je crois. Hein. Hmm. Je Il ne sais l'est. pas. D'accord. Je ne sais pas, je sais pas. D'accord. Je sais qu'il l'était, mais peut-être qu'il l'est plus, j'en sais rien. D'accord. Mais lui, il n'est pas du tout. Il a d'ailleurs, enfin, depuis quelques années, il s'est opposé au CRIF, il s'est opposé à Israël, etc. Donc, Il s'est atterré les foudres. Hein. Il s'est atterré les foudres. oui, François Hollande, François Hollande, il est, comment dire, par la force des choses, il est obligé de caresser le lobby dans le sens du poil, voilà, de se soumettre au lobby, voilà. d'accord. Vous me l'avez dit tout à l'heure, donc on en est certain, meilleur Habib. Bon, celui-là, il a le pompon. Super Saiyan. Oui. Pascal Pro de CNews, animateur. Pascal Pro, il est certainement acquis pour toutes sortes de raisons, hein, parce Hmm. qu'il sait où il travaille, il sait quels sont les intérêts, il est acquis à Israël, voilà, et aux intérêts sionistes. D'accord. Qu'il le veuille ou non, parce qu'il sait où il travaille, il sait qui tire les ficelles, et voilà, donc, et il le fait volontiers, voilà. Ok. BHL, Bernard-Henri Lévy. Non, mais ça c'est le Saiyan hors catégorie, C'est le 33e degré. voilà. Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, la journaliste. Oui, Laurence Ferrari, à mon avis, elle aussi, elle est consciente du rapport de force et elle s'y soumet. Voilà. Elle sait que si elle sort du rapport de force, peut-être enfin, intérieurement, elle pense différemment, mais elle est obligée de se soumettre. Ouais. Voilà. Éric Zemmour.
Éric Zemmour, c'est un Sayan, aucun doute là-dessus. L'imam Chalgoumi. Et je ne voudrais pas dire quelque chose qui me coûterait une convocation à la police judiciaire. Bon, on passe. Euh, il représente l'humiliation faite aux Maghrébins. Voilà. Et j'en dirai pas plus. D'accord, ça marche. On passe à quelqu'un d'autre. Éric Nolot. Éric Nolot, il a compris qui sont les puissants et il se soumet. D'accord. Mohamed VI du Maroc. Lui, il a hérité de son père Hassan II une admiration d'Israël et une soumission au Mossad. D'accord. Et donc, il continue dans la même voie. D'accord. Joe Biden, président des États-Unis. Joe Biden, en tant qu'homme politique américain, il s'est toujours conformé au diktat de l'AIPAC, du lobby sioniste américain. Voilà. Bah, il n'est pas franc-maçon, lui. Aucun homme politique américain d'envergure ne peut soit être élu s'il s'oppose de front au lobby à l'AIPAC. Ça, c'est exclu. D'accord. Et il n'est pas franc-maçon, Joe Biden. Il me semblait qu'il l'était, non? Vous ne savez pas. D'accord. Marlène Attention, Schiappa. la franc-maçonnerie dans les pays anglo-saxons n'a pas la même Oui, je sais. valeur qu'ici. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est exact. Ça, je ne sais pas tout de la franc-maçonnerie, mais ça, je savais. Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, elle obéit elle se conforme aux donneurs d'ordre. Voilà. Et elle sait d'où viennent ces donneurs d'ordre. Nicolas Sarkozy. Ben pareil. Mais lui, il est beaucoup plus, comment dire, il a un côté vraiment presque, je dirais, sentier. Si vous voyez ce que je veux dire par sentier. Oui. Aujourd'hui, ça serait plus sentier, mais ça serait plutôt Neuilly. Enfin voilà, la nouvelle classe dirigeante judéo-sioniste, il est très très bien là-dedans. Voilà. William Goldanel. Ah, c'est un Sayan fabuleux. Pourquoi fabuleux? Mais parce qu'il a réussi. Enfin, moi je trouve vraiment. Voilà, une de ses réussites, c'est d'avoir attiré une bonne partie de la droite française, la bonne droite, catho, conservatrice, etc., vers le sionisme, vers Israël, vers la défense du soi-disant, il l'a convaincu qu'en soutenant Israël, il défend la civilisation judéo-chrétienne. C'est une réussite exceptionnelle. D'accord. Goldanel. Emmanuel Macron. Ben, Emmanuel Macron, il a travaillé chez Rothschild. Il connaît, il sait qui dirige et il se soumet. Voilà. D'accord. Dieudonné. Le grand résistant qui a eu un moment de faiblesse. Actuel? Le moment de faiblesse actuel ou avant? Non, il y a eu un moment, qui a eu un moment de faiblesse il y a quelques mois. D'accord. En faisant échouva, en croyant que le lobby allait lui pardonner. Donc il a fait la totale, il est allé à Auschwitz, il voulait aller parler devant le Parlement israélien. Bref, il a vu que. Alors, il commence à changer d'avis. Ah, ok. Parce que lui, du coup, il est devenu chrétien maintenant. Donc, il était dans cet esprit du pardon, qu'il avait pu faire du mal et tout ça. En tout cas, c'est son discours. C'est son discours. Oui. Bon, enfin, il a cru un moment qu'il pouvait se faire pardonner. Il a fait une erreur monumentale. Enfin, il a compris que il avait affaire à des gens qui ne lui pardonneraient pas, et donc il commence un petit peu à changer D'accord. de discours. Donc, la série n'est pas finie. La famille Rothschild. Est-ce que vraiment ça a besoin de commentaires? Allez, je le note. Ça me fait plaisir de vous faire rire, au moins comme ça détend un peu l'atmosphère. Marine Le Pen, Monsieur Cohen. Marine Le Pen. Marine Le Pen cherche, vous savez, vous connaissez ce film qui disait cherche machin désespérément.
cherche un accord sioniste désespérément et Ok, voudrait tellement s'entendre avec les sionistes et d'accord, voudrait tellement aller à Tel Aviv s'incliner dans le truc de la Shoah là-bas, à Yad Vashem. d'accord. Donc en recherche, j'ai marqué. Cherche en recherche. Du coup, bah Jordan Bardella, Ben, pareil. pareil, hein. Ouais. Vincent Bolloré, Vincent Bolloré, je sais, mais non, non, je suis sûr qu'il doit avoir énormément de sympathie pour le lobby sioniste, il n'y a pas de souci, hein. d'accord. Alors, international, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Pareil, européenne. c'est-à-dire, elle connaît le rapport de force Ouais, et donc elle est totalement avec Israël, avec le sionisme. d'accord. L'humoriste Jamel Debbouze, Jamel Debbouze, c'est plutôt le rebeu qui a compris qu'il ne faut pas titiller les sionistes. Et donc, il est très, très discret sur Israël, sur Gaza, parce voilà, il sait que c'est pas, il n'a pas intérêt à l'ouvrir dans ce d'accord. domaine. Voilà. Du coup, Gad Elmaleh, Bah, Gad Elmaleh, c'est un pro-israélien, sioniste, bah, c'est un Sayanim sioniste. Oui. ou pas? Pas Sayanim, lui? Mais peut-être pas, Peut-être peut-être pas. pas, Ah, peut-être. peut-être pas. D'accord. Oui, peut-être pas, mais disons que, comment dire, c'est un bon sous-marin. En fait, ça peut être un bon sous-marin sioniste dans le sens où on peut, les gens qui ne sont pas très chauds vis-à-vis du sionisme peuvent être aussi de bons agents du Mossad parce qu'ils attirent les gens qui ont des doutes, Ouais, qui sont entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? bien sûr. C'est des convertisseurs, si je Voilà, peux vulgariser la chose, quoi, en gros. voilà. Donc ils se disent: «Ah bah tiens, quand même, si lui me le dit, c'est que» voilà. Ça peut être cool. Vladimir Poutine pose la question. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a du respect pour Israël et va dire il sait de quoi est fait cet État, de quoi il est capable, et il a envie de. C'est un calcul, c'est la réelle politique avec Israël, voilà, Ouais. le réalisme politique. Alors, je sais que les abonnés, ils attendent ce nom. Qu'en pensez-vous? Idriss Aberkan. Vous voyez qui c'est? Oui, bien sûr. Alors, Idriss Aberkan, c'est quelqu'un qui est plutôt du respect pour Israël et qui a manifesté euh, son désir de voir les Palestiniens quitter Gaza. Oui. Et que Gaza se vide de ses habitants parce que ça réglerait le problème. Évidemment, comme c'est un humaniste, un intello qui a de bonnes idées, il ne va pas les faire vivre dans des tentes. Donc c'est quelqu'un qui a imaginé une espèce de Singapour dans le désert égyptien pour les Gazaouis. Bon, ce qui est totalement ridicule et complètement illusoire. Mais en tout cas, c'est un peu comme un copain à lui qui s'appelle Yves Rougeron, Pierre-Yves Rougeron, Ouais, je vois qui c'est. Ouais. qui ont une certaine fascination pour l'État d'Israël, c'est-à-dire l'État réaliste, l'État nationaliste. Donc ils sont séduits par un nationalisme sans, comment dire, sans peur et sans reproche. Voilà. C'est un nationalisme qui avance non masqué et donc ils sont séduits par ce nationalisme. Voilà. D'accord. Apolline de Malherbe. C'est une journaliste qui a envie de conserver son job, donc elle fait son job. Voilà. Elle sait d'où vient la puissance d'où viennent la puissance et l'argent. D'accord. Ah, il me reste 3 noms. Thierry Lévy, l'avocat. Euh, je ne sais pas. Vous savez pas? Sincèrement, parce que il n'est pas mort, lui. Alors, je sais pas, aux dernières nouvelles, s'il est mort ou pas. Moi, je sais que je l'ai vu très virulent face à Dieudonné lors d'une émission. Euh, Ah oui, Vous voyez de qui je parle? Thierry Lévy, l'avocat? oui, oui, Thierry D'accord. Lévy, l'avocat, Ouais. c'est quelqu'un qui défendait les droits de l'homme, etc. Mm.
Bon, taper sur je connais pas je reconnais D'accord. que je connais pas ses idées sur Israël, mais taper sur Dieudonné, de toute façon, ça, c'est tout le monde le fait, hein, à Ouais, l'époque. d'accord. Je pensais, moi, qu'il était un peu, j'allais peut-être pas dire jusqu'à Sayanim, mais Je sais pas pourquoi, ouais, très je l'ai pro. jamais entendu, D'accord. je sais pas. Je vous enverrai le petit extrait, puis peut-être que vous me direz à ce moment-là. Donc, les deux derniers, Michel Onfray, le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray, c'est le mec qui a envie de gagner sa vie, d'être dans les médias, et il sait qui contrôle les médias, et il s'y soumet. Voilà. Il a fait une déclaration il y a 3 4 jours sur le sionisme, qui est totalement, c'est une soumission, c'est un acte d'allégeance au sionisme. Voilà. D'accord. Et enfin, le dernier nom, vous, Monsieur Cohen. Oui, Êtes- Êtes-vous un sioniste, un sayanim, un franc-maçon, les trois? c'est un agent du Mossad, mais il Ah ne faut pas le mince, dire, hein. ah mince. Bon, on a la preuve directe. Faut Bon, pas le répéter, hein. il a promis, ce sera pas répété. Monsieur Cohen, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de React One. Vous êtes le premier intervenant qu'on interviewe sur cette chaîne. Donc, ça va être un plaisir pour moi maintenant de présenter vos œuvres, qui sont les livres que vous D'accord. avez faits. Donc, j'ai devant moi la lithographie qui est la vôtre. Alors, je ne sais pas si tous sont là, mais on a Le Printemps des Sayanim, L'espionne et le journaliste, pardon, L'espionne et le journaliste. Alors, je ne sais pas, Alors, deux mots, deux mots. L'espionne et le journaliste, dites-moi. ça se passe au Maroc. C'est comment le Mossad et la CIA font chuter le numéro 2 des services secrets marocains pour qu'il ne devienne pas numéro 1 parce qu'il s'est montré un peu trop nationaliste. Voilà. C'est un roman, hein. C'est des romans, hein, tout ça, hein. Moi, je D'accord, n'écris que des romans, d'accord, mais qui sont en plein dans l'actualité, quoi. Voilà. d'accord. Donc, du coup, un petit mot sur Le Printemps des Sayanim. Le printemps des Sayanim, c'est comment en France des Sayanim sont recrutés, quel est leur objectif, c'est un roman. Certains sont francs-maçons, et voilà leur univers et comment ils agissent et pourquoi, etc. D'accord. Le prof de philo avait la baraka. Le prof de philo avait la baraka, c'est le dernier. J'ai imaginé un prof de philo dans un lycée parisien Hmm. qui s'oppose aux diktats sur les injections, etc. Et comment l'Élysée, comment certaines associations, certains fact-checkers manipulés par l'Élysée, financés par l'Élysée, veulent lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà. D'accord. Alors, du danger de monter sur la terrasse. Alors ça, c'est un titre qui m'a... je me suis dit, Alors, du danger de monter sur la terrasse, c'est un roman publié en 2006 au Maroc et qui raconte comment une petite fille juive de 10 11 ans, à l'époque, pourquoi? Parce que moi, j'essaie d'expliquer aux Marocains pourquoi les juifs du Maroc, parce qu'on parle très peu de leur véritable situation des juifs du Maroc. Tout le monde dit qu'ils sont bien, ils sont très bien, il n'y a pas de problème, etc. Sauf que la réalité, c'est que 99,5% des juifs sont partis. hmm, Et on se demande pourquoi. Donc, à travers cette histoire, en 1960-61, 4 ans après l'indépendance du Maroc, des filles juives de 10 11 ans étaient enlevées par des musulmans et converties de force à l'islam. Et j'ai raconté une histoire comme, enfin, j'ai imaginé sous forme romancée une histoire comme ça. Et qu'est-ce qui arrive à cette famille qui s'en va en Israël? Qu'est-ce qui lui arrive, etc. Voilà. d'accord. Le destin des sœurs Benani, Smires. Le destin des sœurs Benani Smirej, c'est un roman marocain. J'ai imaginé 3 sœurs euh, qui, dans le Casa moderne, évoluaient. euh, quels sont par exemple une femme qui va divorcer, une femme qui est célibataire et une jeune très moderne, 20 ans, qui a la vie devant elle et qui tombe en amour avec quelqu'un du petit peuple et qui est religieux
et qui va peut-être embarquer dans l'idéologie religieuse, voilà. D'accord. Nouvelle judéo-maghrébine. Alors, nouvelle judéo-maghrébine, il y a cette nouvelle, qui est très récent d'ailleurs, il a été publié il y a pas longtemps. Donc cette nouvelle qui sont axées sur l'actualité. Par exemple, il y a une qui s'appelle, Hassan Imazigen, une cible parfaite. C'est-à-dire que je suis parti de l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen, qui a été expulsé, enfin bon, sans raison, pour complaire au lobby. Et moi, j'ai imaginé comment les services sionistes, les Sayanim, traquent les Maghrébins qui osent, qui organisent les Maghrébins, qui ont de l'influence, etc. Et ils traquent ce type qui n'a rien fait, juste, euh, comment dire, conscientiser la jeunesse maghrébine et comment ils vont le pourchasser et trouver un truc pour Le le mettre discréditer, quoi. hors d'état, Ouais, enfin de nuire entre guillemets, voilà. ouais, d'accord. Donc il y a d'autres nouvelles que je ne vais pas aborder parce que sinon ça nous mènerait loin. Mais ce sont des nouvelles qui sont en phase avec les problèmes actuels. Voilà. D'accord. Et le dernier que j'ai devant moi, alors peut-être qu'il y en a d'autres, vous allez nous dire après, j'ai Dieu ne repasse pas par Bethléem. Alors, ça c'est le roman qui, comment dire, qui débunk, pour utiliser un terme moderne, les accords d'Oslo. D'accord. C'est-à-dire, voilà, les accords d'Oslo, pour moi, sont une arnaque. Et le roman raconte, à travers des personnages, etc., l'arnaque des accords d'Oslo. Le titre veut dire ceci. Dieu est passé une fois à Bethléem il y a 2000 ans, mais je dis aux Palestiniens qui rêvent, et je leur dis, Dieu ne repasse pas à Bethléem. Dieu ne va pas repasser pour vous donner un État palestinien, c'est pas la peine de rêver. Voilà. D'accord. J'ai rien d'autre devant moi. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés? Bon, on arrête là, puis peut-être qu'on en reparlera une autre Eh fois. ben, avec plaisir. Eh bien, monsieur Cohen, moi, je vais, de la part de Reactoine et de toute notre communauté, je vais vous remercier chaleureusement d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à toutes mes questions sans filtre, sans rien. Je confirme, on s'est eu un petit peu avant qu'on commence cette émission et je vous ai demandé en toute transparence, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne vouliez pas aborder? Monsieur Cohen m'a dit, non, non, vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, je vous remercie pour votre transparence, je vous remercie pour tout ça et je vous laisse le mot de la fin, monsieur Cohen. Eh ben, c'était un plaisir. Ça sera un grand plaisir de refaire une autre vidéo avec, il y aura des commentaires de vos auditeurs, etc. Et à ce moment-là, on pourra refaire une autre ou d'autres vidéos sur d'autres thèmes, etc. Voilà. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Au monsieur revoir Cohen. à